Oui, Là, j'ai repris l'enregistrement, il est en cours. Vous pouvez commencer le cours si vous voulez. Tu peux oui, ok, commencer. ok. Ça va. Ben, je vais commencer par saluer notre nouvel opérateur. Il s'agit de Monsieur Daniel Rabinovich, qui veut bien remplacer le responsable habituel, Luc Ressman. Merci à lui. Et on le félicite en même temps parce qu'il a la chance d'assister à un petit chef-d'œuvre, comme vous savez. Je accroche à ce qu'on disait la semaine passée. Nous avons savouré, la semaine passée, nous avons savouré un bon steak frites bien national, ou si vous préférez, un café croissant, c'est à volonté. Et nous continuons ce lundi à explorer quelques-unes des innombrables merveilles de notre quotidien et dans ce quotidien, elles nous échappent, ces merveilles. Et ces merveilles, au nom de Lévinas, je peux vous dire qu'elles vont en croissant, elles vont crescendo, elles augmentent en qualité à travers ce que je vous ai présenté comme 4 stades de l'évolution d'une personne. 4 stades qui ne sont pas des moments qu'on dépasse, mais simplement des, des perfectionnements, des acquisitions successives à travers les âges et qui nous restent. Le premier stade, c'était celui du gamin qui jouit de la vie et nous restons ce gamin jusqu'à la fin, soyez tranquilles. Le second stade était celui de la déception, de l'apprentissage. Il faut aller à l'école, il faut construire ses phrases, il faut s'adapter à tout ce que la société sait et suppose que vous savez. L'école, l'université, ensuite les stages, l'apprentissage dans la pratique, après la théorie. Et c'est à ce second stade que apparaît la bifurcation entre les 2 méthodes que les maîtrisent Lévinas, la méthode scientifique, sa méthode qui se sert de définition, qui découpe l'expérience pour la maîtriser, et la méthode expérimentale, elle aussi, la méthode des symboles ou la méthode dite narrative, qui raconte l'expérience et la respecte ainsi dans son évolution et dans sa cohésion. L'expérience est un tissu. En évitant les définitions, la méthode narrative évite un découpage qui fait violence au tissu de l'expérience, tissu spatio-temporel. Le troisième cadre est celui de la rencontre amoureuse, de la rencontre tout court. Pour Lévinas, dit rarement qu'elle est amoureuse, c'est la rencontre du visage tout court, du visage du premier venu, qui me met en question, qui me juge, qui me somme de réagir, qui me fait découvrir que je n'existe que par cette mise en responsabilité, cette capacité de répondre, d'être quelqu'un qui sait, qui est appelé à répondre. Au stade 3, je deviens quelqu'un par cette interpellation d'en face, un en face sismique, n'est-ce pas, qui change tout. Et vient ensuite le quatrième stade, on pourrait dire le quatrième niveau de la sensibilité de plus en plus humaine. La philosophie de Lévinas serait, comme dit mon fils Édouard, une philosophie de la sensibilité. Le quatrième stade, c'est, après avoir dans le 3 commencé à vivre par l'autre, grâce au visage de l'autre, au stade 4, je commence à vivre, à répondre, justement en vivant, moi, mon tour, pour l'autre, pour faire vivre l'autre. Je suis appelé là au respect inconditionnel que nous allons retrouver. Nous étions en train d'explorer ce stade numéro 1 et depuis la page 118, ça s'appelait, paragraphe 2, disait Lévinas, l'amour de la vie. Cet amour de la vie, nous l'avons exploré la semaine passée. Je vous le résume dans une blague de Woody Allen, le fameux Américain Woody Allen, qui se plaint du poids de la vie. Il paraphrase ce qu'il entend régulièrement. La vie, c'est lamentable. Il n'y a que des tracas, des déceptions, des soucis. Ça n'en finit pas. Et justement, le pire de tout, c'est qu'elle finit beaucoup trop vite chaque fois. Fin de citation de Woody Allen.
pour résumer cet amour de la vie, dont Lévinas termine le texte, page 121, je vous la lis, pas la peine d'aller la chercher, nous sommes à la page 122 tout en haut pour cette semaine-ci, mais j'accroche au bas de la page 121, où il se résumait d'une manière assez provocante. Je vous lis cette dernière phrase. Lévinas allongeait une série de synonymes, dit-il, c'est lui qui le dit, entre les notions suivantes, provocatrices, comme vous allez voir, comme vous allez vous rappeler, j'espère. Être moi, la fameuse question, qui suis-je, hein? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai de propre en moi? Être moi. Être athée, c'est le athée minimum de savoir être capable de se passer de Dieu, de ne pas avoir besoin de Dieu. Être moi, être athée, être chez soi, avec soi dans la jouissance, être séparé, être heureux, être créé, voilà des synonymes. J'ajoute à ce être créé une expression géniale que nous avons rencontrée en cours de route. Être créé, c'est être autonome en relation. Une autonomie, paradoxalement, contradictoirement, une autonomie, indépendance en relation. Cette accumulation de synonymes est une occasion pour vous de tester vous-même le degré de familiarité que vous avez acquis avec les textes de Lévinas. C'est une occasion de contrôler votre statut. Et ces mêmes notions que Lévinas a l'audace d'appeler synonymes, il a encore le culot de les déclarer nécessaires, c'est ce que nous allons lire au haut de la page 22, nécessaires pour comprendre la suite, pour comprendre très précisément les mots qui inaugureront la ligne 3, l'idée de l'infini qui tombe ici comme un météore qu'on n'attendait pas, c'est signé Lévinas. Cette idée d'infini, il y tient très fort puisque l'infini fait partie du titre du livre que nous lisons. Nous lisons Totalité et Infini, paru en 1961, et le deuxième mot, c'est celui d'infini, c'est un des dadas de Lévinas. Les habitués de Lévinas connaissent cette expression, mais l'auteur ici a la gentillesse de penser aux nouveaux venus et il donne tout de suite la précision suivante à la ligne 3 de la page 122, l'idée de l'infini ou la relation avec autrui. Voilà, il donne le contenu de l'idée, la relation avec autrui, qui, à la page 38, il avait appelé la relation originelle, qui est à l'origine de tout. Voilà, on peut dire de tout. Et dans cette relation avec autrui, je vous propose ce matin, plus que jamais, de voir la rencontre avec sa princesse. Et cette relation, dit-il ici, en insistant et en soulignant en rouge, cette relation bouleversante suppose un jouisseur égoïste, premier mot de la page, un jouisseur égoïste qui soit déjà bien entraîné et qui est, cette relation alors est vécue comme, dit la ligne 4, comme un désir métaphysique, mot compliqué et provoquant aussi. Je le traduirai ici, selon Lévinas lui-même, en prenant l'expression de la page 74, ligne 25, désir insatiable. Métaphysique ici, je le lis comme insatiable. Insatiable, désir par définition insatiable. Ça, c'est le propre du désir à la différence du besoin. Désir insatiable et qui donc nous met en route, indéfiniment en route, toujours en route vers l'idée d'infini. Et il l'appelait ici, ce désir, Lévinas l'appelle métaphysique pour dire, c'est un emploi tout à fait nouveau du mot métaphysique, qui n'est pas la métaphysique rejetée dans les ténèbres depuis Kant. Non, c'est une métaphysique signée Lévinas
désir métaphysique ici pour dire que cette rencontre est physiquement expérimentée, je souligne expérimentée, mais avec une intensité, elle est expérimentée physiquement avec une intensité qui défie toute explication physique. Cette relation, c'est du physique, mais incalculable, il appelle cet incalculable infini, ici infini à la ligne 3. Je parlais je disais, du physique, d'une intensité qui défie toute explication physique. J'emprunte l'expression infini intensive, cette expression, je l'emprunte à Jean Labert, mon maître en philo, des expressions qui figurent dans son livre appelé L'éthique en 1943. Et bon, mais il est temps que je vous lise ces 3 premières lignes. Nous en dirons encore quelque chose par après. Donc 122 tout en haut, égoïsme. Il rappelle ici donc le bas de la page 121 et le présent représente ces notions comme nécessaires à la rencontre décisive du stade 3. Stade 1. Ici, égoïsme. Égoïsme non seulement mentionné, mais approuvé chez Lévinas. Il est pour l'égoïsme. J'aimerais en passant proposer de remplacer ce mot provoquant par celui de biocentré, c'est moins moralisant. Enfin, disons le texte. 121 ligne, 122 ligne 1. Égoïsme, virgule, jouissance et sensibilité et toute la dimension de l'intériorité, autant d'articulation de la séparation, du moi séparé, sont nécessaires. Donc, il faut passer par là. Égoïsme, jouissance sont nécessaires à l'idée de l'infini. On vient de voir ce que ça voulait dire, et il le dit lui-même, nécessaire à la relation avec autrui. Relation qui donc se fait à partir de l'être, à partir de, qui suppose le, qui se fait à partir de l'être séparé, jouisseur, égoïste et fini. Lévinas fait sortir le contraste, il parle de l'idée d'infini, et à la ligne suivante, à peu près à la même hauteur, c'est une idée qui est portée, qui s'allume dans un être fini. Paradoxe merveilleux. Point. Avec, dans ce désir métaphysique, la princesse que je vous suggère d'y voir, la princesse en question acquiert, grâce à Lévinas, un standing, que vous voyez, comme il l'écrit, un standing métaphysique, auquel cette princesse ne s'attendait sûrement pas, et moi encore moins. Ainsi propulsée à l'avant-scène de la philosophie, cette princesse, il ne faut pas maintenant qu'elle tombe dans les filets, dans les griffes, je dirais, de cette même philosophie avec ses catégories et ses définitions découpantes. Rappelez-vous, définir, c'est découper et donc toujours faire violence au tissu de l'expérience, définition dont le caractère fini ne peut rendre compte de l'infini de notre rencontre. J'ai marqué dans le mot, c'est fini, donc comment voulez-vous, avec du fini, rendre compte de ce qui n'est pas fini? Notre princesse sortie de l'obscurité anonyme où la maintenait notre distraction, il ne faut pas maintenant que, enfin, respectée par les feux de la rampe, notre princesse ne se fasse maintenant démembrer par le bistouri découpeur des intellectuels charognards. Elle est sortie de la caverne de notre inattention, il faut encore qu'elle échappe aux dents pointues des tyrannosaures de service, tyrannosaures intellectuels, dont le bistouri fatal s'appelle, dans cette page 122, le mot revient une dizaine de fois, dont le bistouri fatal s'appelle la dialectique. On va voir ce que c'est, et la dialectique ici est notoirement
accroché à son grand utilisateur, le génial, le grand, le dangereux Hegel, philosophe allemand autour de 1800, qui est mort en 1831 et qui a écrit une hyper célèbre Phénoménologie de l'esprit, parue en 1807. Cette opération anti-dialectique, cette tentative, ce souci qu'a Lévinas de protéger la rencontre d'autrui de sa réduction par le bistouri des définitions, ce souci occupe toute la page 122 que nous avons commencé à lire. Il faut garder donc devant les yeux la rencontre d'autrui et tâcher de voir quel danger elle court, cette rencontre, dans notre vocabulaire courant. Nous étions arrivés à la 4e ligne, je lis au milieu de la ligne, 122, ligne 4, le désir métaphysique, désir, avons-nous vu, insatiable, qui ne peut se produire que dans un être séparé, c'est-à-dire jouissant, égoïste et satisfait, viste. Ce désir métaphysique ne découle donc pas de la jouissance. Il n'en découle pas, mais il le suppose. Il suppose cette jouissance égoïste. C'est supposé. Bon, n'oublions pas que c'est supposé. Mais il y a moyen de rater le coche, et c'est ce qu'il a commencé maintenant. Il y a moyen de rater le coche en enfermant cette aventure dans les termes de dialectique genre Hegel. Je lis la fin de la page de la ligne 6, page 22. Mais si l'être séparé, donc le moi, c'est-à-dire l'être sentant, jouissant, s'il est nécessaire à la production de l'infini, l'idée d'infini, de l'extériorité, dans la métaphysique, dans la rencontre, métaphysique ici, j'identifie à rencontre, cet être séparé, donc, il est nécessaire à la production de l'infini, mais il détruirait cette extériorité en se constituant, en se formulant comme thèse ou comme antithèse dans un jeu dialectique. Voilà l'allusion claire au citoyen Hegel, qui réduit alors, c'est ce que Lévinas se reproche, cette formulation en termes de dialectique, la rencontre de ma vie devient alors un simple moment dans un mouvement qui est prévu. Une dialectique, je vous signale pour ceux qui ne sont pas habitués, une dialectique en philosophie, c'est simplement, mais alors tout simplement, un mouvement qui avance, un mouvement comme celui de la marche, gauche-droite, la marche, le marcheur applique la dialectique du marcheur qui fait gauche-droite, succession de moments qui le font avancer chaque fois un peu plus loin. La formulation hégélienne classique de cette dialectique, ce sont les 3 moments hyper connus de thèse, antithèse et synthèse. La thèse qui affirme une chose, l'antithèse qui nie cette même chose, qui arrive avec une chose qui est le contraire. Et devant cette contradiction, thèse et antithèse, l'histoire se charge de trouver une synthèse, de les accorder tous les deux en faisant un pas en avant dans une direction nouvelle. Le mouvement dialectique de la marche gauche-droite, c'est celui qu'on retrouve, par exemple, dans les partis politiques de gauche et de droite. Partis qui, mettons, ont beaucoup de voix aux élections et dont l'antithèse, alors la contradiction, oblige le nouveau formateur à bricoler un gouvernement de synthèse, puisqu'en démocratie, on peut gouverner comme centre, comme disait le curé Stéphane. La cocasserie, c'est que, après cet exemple, je reviens à Hegel, eh bien, la cocasserie, c'est que Hegel retrouve ce genre de dialectique, ce genre de dépassement par contradiction, il le retrouve à peu près partout, dans les plus petites choses, comme dans
les grands mouvements de l'histoire universelle. C'est très, très impressionnant, ce Hegel. Et il y a par exemple, pour vous citer un seul cas parmi d'autres, il y a la célèbre dialectique du maître et de l'esclave, qui a fourni à Marx des applications qui ont commandé la politique européenne pendant près d'un siècle, hein, de 1917 à 89. Ça venait en droite ligne de Hegel à travers Marx et Lénine. Les mouvements dialectiques hegeliens, on les retrouve partout, c'est très impressionnant. Alors la réaction de Lévinas, quoi? Vous avez dit partout? Partout, dites-vous? Eh bien, je regrette. Lévinas, lui, il se cadre. Ma princesse et moi, nous vivons une expérience fantastique, unique, et pas du tout un cas d'application d'un mécanisme dialectique, que du contraire. Ce que nous sommes en train de vivre à nous deux ne fait partie d'aucune catégorie, ni classement, ni concept, ne fait partie d'aucune prévision, ni calcul, qu'on se le dise. Nous deux, c'est unique au monde, c'est la première fois, et cela ne rentre dans aucun schéma, dans aucune catégorie, comme masculin, féminin, par exemple, qui réduirait ça, justement, à l'application d'un cas, par un cas particulier d'un principe général. La protestation de Lévinas se termine en disant ma princesse et moi, ce n'est surtout pas comme partout, monsieur Hegel. C'est-à-dire, c'est ici et maintenant que cela se passe, et nulle part ailleurs, c'est unique. Et Lévinas consacre toutes ses pages 122 à dire ça, c'est-à-dire à sauver notre aventure à deux des tentacules abstraites du système hegelien. Chez Lévinas, le prototype du système englobant la totalité, c'est Hegel. Totalité, c'est le premier mot du titre de l'ouvrage, totalité et infinie. Maintenant, j'ai eu l'impression que ce débat est fort technique pour des gens qui ne sont pas philosophes, et je vous propose de sauter de la ligne 10 à la ligne 20. Ce n'est pas pour minimiser ce texte, mais il est extrêmement serré et technique. Et je profite de ce bref répit que je vous propose pour vous dire un mot d'un certain philosophe qui s'appelle Franz Rosenzweig, qui est un philosophe autrichien du début du siècle passé, qui est mort très jeune, il n'avait pas 50 ans, il nous vient d'Autriche, je vous disais. C'est un hégélien, mais un hégélien repenti, un hégélien cachère. Et il a profondément, Franz Rosenzweig a profondément influencé Lévinas, comme Lévinas le dit lui-même à la page 16 de son introduction à Totalité infinie. Je lis la page 16. Vers le bas de la page, je cite, l'opposition à l'idée de totalité, c'est dans le titre, hein, l'opposition à l'idée de totalité nous a frappé dans le Stern der Erlösung, dans l'étoile de la libération de Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig, virgule, tenez-vous bien, trop souvent présent dans ce livre pour être cité. Je relis. L'idée de totalité nous a frappé chez Franz Rosenzweig, trop souvent présent dans ce livre pour être cité. Un petit mot de ce maître de Lévinas, ni plus ni moins. Franz Rosenzweig était soldat en 14-18 sur le front italien. Et il fut heurté par le contraste entre les belles dialectiques
de Hegel, son maître, qui expliquait le tout de la guerre. La guerre était un moment prévu dans une dialectique prévue et tout se déroulait comme prévu chez Hegel. Et Rosenzweig est frappé par ces belles élucubrations intellectuelles et sa misérable position de troupier sur le terrain, entouré de morts et de blessés et de cris et d'autres horreurs. Ce contraste entre la belle théorie et le terrain sanglant autour de lui, ce contraste fit scandale. Rosenzweig l'a vécu comme un scandale et l'a amené à repenser Hegel de fond en comble, et c'est ce qu'a donné son fameux livre « L'étoile de la rédemption ». Rosenzweig avait contacté, je vous signale pour situer le personnage, il avait contacté au front le début d'une paralysie progressive qui allait donc de mal en pis. Et il put encore, pendant 4 ans, collaborer après la guerre avec Martin Buber, le célèbre Martin Buber. Il collaborait avec lui à la traduction allemande de la Bible hébraïque. C'était une révolution depuis Luther. À la fin de sa vie, immobilisé, il ne communiquait plus avec sa femme que par battement de cils pour chaque fois approuver le dernier mot ou refuser le dernier mot employé, vous imaginez. Et voilà donc Lévinas, que nous étudions ici, qui est aussi, et qui ne s'en cache pas, vous rappelez le texte de son introduction, qui est disciple de Franz Rosenzweig, qui s'est mis à l'école de ce maître. Et ce maître, il reste présent, il est tellement présent, disait notre citation, qu'il ne sait plus parce qu'il n'arrêterait pas. Eh bien, voilà, je trouve ça merveilleux. Et ça arrive régulièrement en philosophie. Et cela nous faut cette page 122 si pertinente pour mettre Hegel et son système à sa place. Je saute donc page 122 de la ligne 10 à la ligne 20, et là je lis « Ni l'être séparé, le moi jouisseur, ni l'être, il s'agit de moi, ni l'être séparé, ni l'être infini, le visage en face de moi, à la rencontre, ne se produisent comme des termes antithétiques, des termes dialectiques à la Hegel, non merci. Il faut, alors il va décrire la manière nuancée, mais extrêmement raffinée dont cette rencontre doit être vécue pour qu'on respecte son originalité. Il faut, ligne 21, il faut que l'intériorité, assurant la séparation du moi, sans que ce soit à titre de réplique abstraite de son relation, réplique abstraite, réplique intellectuelle, réplique dialectique. Non, il faut que, je relis ligne 21, il faut que l'intériorité assurant la séparation, je saute la parenthèse, produise un être absolument fermé sur lui. Il exagère, notre ami. Lévinas est habitué, ça fait partie de son caractère. Il faut que l'intériorité produise un être absolument fermé sur lui, moi-même, un être ne tirant pas dialectiquement, pas à manière de Hegel, son isolement de son opposition à un autre. Donc il faut que je sois fermé sur moi-même et satisfait comme cela, on a vu dans quelle mesure, et heureux comme cela, le fameux bonheur du bas de la page 121. Il faut ça, donc, un être absolument, il va regretter ça, il va nous dire maintenant qu'il n'est pas fermé. D'abord, c'est absolument fermé, et puis c'est pas fermé. Il faut lui pardonner. Le contraire de ce qu'il vient de dire commence à la ligne 25, absolument fermé, et en même temps qu'il est absolument fermé, et il faut que cette fermeture n'interdise pas la sortie. La sortie hors de l'intériorité, pour que l'extériorité puisse lui parler, puisqu'il la rencontre, pour que la rencontre ait lieu, pour que l'extériorité puisse lui parler, se révéler à lui, c'est le mot révélé chez Lévinas, l'apparition de sa princesse, dans un mouvement imprévisible. Je m'arrête au mot imprévisible parce que c'est la clé, je crois, de toute cette page, la rencontre d'autrui
et avant tout, surtout et principalement imprévisible. C'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça que j'attendais. J'en suis totalement surpris et bouleversé. Dans un mouvement dialectique, tout est prévu et tout arrive comme prévu, comme la guerre entre l'Autriche et l'Italie, vécue par Roosevelt. Tout est prévu, tout se passe comme sur un papier à musique. Dans la réalité, non. Il y a, heureusement et malheureusement, il y a de l'imprévisible, ligne 27, entourée de rouge, le mot imprévisible, qui éclaire, je crois, toute cette page. Un mouvement invisible, je lis, ligne 27, un mouvement imprévisible que ne saurait susciter par simple contraste dialectique, l'isolement de l'être séparé. Donc il faut autre chose, il est séparé, il est fermé sur lui-même, mais il n'y aurait pas, mais sans l'extérieur, il n'y aurait pas ce mouvement imprévisible qui bouleverse tout. Il faut donc, il répète évidemment, nous répéter cette même contradiction du fermé qui n'est pas fermé. Ligne 29 à la fin, ligne 28 à la fin, il faut donc, dans l'être séparé, moi, la porte sur l'extérieur soit à la fois ouverte et fermée. Il se rend compte de sa contradiction. Il faut donc, même chose, alors ici nous avons une phrase qui fait à peu près 8 lignes et qui va nous demander un petit effort. Il faut donc, mais c'est une simple application, donc il n'aurait rien de neuf là, simplement il s'agit de découvrir cet imprévisible dans le paradoxe auquel nous sommes habitués à travers toute cette page, du fermé et ouvert. Il faut donc que la fermeture, ligne 30, il faut donc que la fermeture de l'être séparé soit assez ambiguë, pas dire contradictoire, pour que, d'une part, et alors il va dire ce qu'il pense évidemment, et le d'autre part, annoncé par ce d'une part, ce d'autre part, il faut sauter à l'avant-dernière ligne de la page pour le trouver. Il ne faut pas être pressé. Il faut deux choses, d'une part, d'autre part, mais il y a 8 lignes entre les deux. Essayons quand même de lire. Il faut donc, ligne 30, que la fermeture de l'être séparé soit assez ambiguë pour que, d'une part, l'intériorité nécessaire à l'idée de l'infini reste réelle, intériorité, et pas seulement apparente, pour que le destin de l'être intérieur se poursuive dans un athéisme égoïste que rien d'extérieur ne démente. Il faut que le destin de l'être intérieur se poursuive, je saute à la ligne, qu'il se poursuive sans que, à tous les mouvements de descente dans l'altérité, l'être descendant en soi se rapporte par un pur jeu de la dialectique et sous forme d'une corrélation, se rapporte à l'extériorité, point, on reprend à l'aile. Voilà, si vous ne comprenez pas la structure de la phrase tout de suite, il faudra la relire. Cela prend du temps, cela demande de la patience, mais ce n'est pas du temps perdu. C'est un petit bijou de précision accumulée que je vous relis pour la bonne bouche, avant d'arriver d'autre part de l'avant-dernière ligne. Et en passant, je vous signale, ligne 36-37, où il trouve une expression qui est vraiment cinglante pour critiquer la manière hégélienne et la réduire à un simple jeu, de vocabulaire, pour ainsi dire, un jeu de corrélats dans le vocabulaire. Je lis ces lignes 36-37. Il faut éviter, dit-il, un pur jeu de la dialectique est sous forme de corrélation abstraite. Un jeu dialectique sous forme de corrélation abstraite, de corrélation intellectuelle, de corrélation hégélienne, simple corrélation. Réduisons ce gros événement à la fois de l'intériorité et de la rencontre avec l'extérieur, le réduire, pour éviter de le réduire à des catégories simplistes, à un jeu de catégories, dit-il ici, présente Hegel
le très docte, très savant Hegel, il le présente comme quelqu'un qui joue avec les mots, pas plus que jouer avec les mots, des mots qui sont corrélatifs, n'est-ce pas, que dans notre vocabulaire le plus courant, on a déjà vu la gauche et la droite, il y a des mots comme ça qui sont corrélatifs, qui s'appellent l'un l'autre, la gauche appelle la droite, comme le grand appelle le petit, comme il y a le haut et le bas, comme il y a le blanc et le noir, comme il y a le riche et le pauvre, comme il y a, alors ici on touche au point sensible, comme il y a le masculin et le féminin, qui ne rend absolument pas compte dans le vocabulaire de l'événement vécu par ma princesse et moi, dans ces catégories où nous ne figurons que comme des pions d'un jeu d'échecs. D'autre part, ligne page 122 dans le bas, d'autre part, la ligne 37-38, là, il faut donc quelqu'un de vraiment fermé sur lui-même et pas fermé par un jeu dialectique et de vocabulaire seulement. Il faut d'autre part que dans l'intériorité même que creuse, que renforce la jouissance, que là-dedans se produise, alors là, le miracle du siècle, se produise une hétéronomie, donc un événement qui me bouleverse, qui me commente, qui me secoue jusque dans mes tréfonds. Il faut que là-dedans se produise, surgisse, advienne la nouveauté, imprévisible à la ligne 27, là, le nouveau qu'on a entouré. Il faut que se produise dans cette intériorité même soulignée à la ligne dernière, que se produise une hétéronomie, une nouveauté, quelque chose qui n'est pas de mon autonomie, mais qui vient d'ailleurs, une hétéronomie et une hétéronomie qui commande, nomos, demandez, une hétéronomie qui commande, qui incite à un autre destin, qui inaugure, pourrait-on dire, un autre destin qu'à cette complaisance animale en soi du stade 1, cette complaisance animale en soi, cette complaisance égoïste, indispensable, vitale et nécessaire à toute la suite. Sans le stade 1, il n'y a pas de progrès dans l'humanité. Il faut d'abord être un jouisseur égoïste avec et comme Lévinas. Mais ici, le bout de la phrase, le haut de la page 123, inaugure une aventure que nous allons explorer maintenant. Il y a là un événement imprévisible, ligne 27, qui fait que nous dépassons l'animal. Nous dépassons le stade numéro 1, malgré tous ses attraits et son importance capitale. Ligne page 123, donc, dans le haut, ligne fin de la ligne 1. Si la dimension d'intériorité, stade 1, si la dimension d'intériorité, la dimension jouissive, si la dimension d'intériorité ne peut démentir, peut trahir son intériorité par l'apparition d'un élément hétérogène, donc l'apparition d'une extériorité ne biffe pas, ne supprime pas, ça, au contraire, développe, magnifie cette vie jouissive première, ne peut démentir. Si la dimension d'intériorité ne peut démentir son intériorité par l'apparition d'un élément hétérogène au cours de cette descente en soi sur la pente du plaisir, au cours de cette descente en soi, de cette vie où je jouis de mes jouissances, apparaît un élément hétérogène, ben oui, mais qui ne nie pas la chose. Je continue à descendre de jouissance en jouissance en moi-même, descente, dit la parenthèse à la ligne 4, descente qui en réalité creuse, fabrique, creuse seulement cette dimension du stade numéro 1. Il faut cependant que dans cette descente maintenue, soulignée, valorisée, il faut cependant, je suis à la ligne 5, il faut paradoxalement que dans cette descente se produise, surgisse, même se produire que à la dernière ligne de la page précédente. Il faut que advienne l'imprévisible de la ligne 27. Il faut que se produise un heurt. Alors ici, oui, c'est fort comme un choc, un heurt, un coup, un heurt. Un bouleversement, c'est le stade numéro 3 qui se met en route et bouleverse les deux premiers.
il faut que se produise un heurt pour devenir humain encore mieux que l'animal, encore mieux, je pèse mes mots, pour devenir humain encore mieux que dans la jouissance égoïste, il faut que dans cette descente, ligne 5, que dans cette descente en soi, qui est formidable, se produise un heurt. Il y a un choc décisif qui, sans avertir le mouvement de la jouissance intériorisatrice, qui, sans rompre la trame de la substance intérieure, fournissent l'occasion, la surprise, l'occasion d'une reprise de relation avec l'extériorité qui me heurte, qui m'envahit, qui me bouleverse de fond en comble, sans me nier, surtout sans nier quant à soi, le séparé qui précède, qui vise là. Il faut être là, il faut être séparé pour vivre cette reprise de relation avec l'extérieur. Pourquoi reprise? Parce que, depuis toujours, je suis un être créé, c'est-à-dire autonome, oui, mais en relation toujours, aussi loin qu'on remonte dans notre passé et dans notre constitution. L'extériorité qui me précède pour Lévinas, qui m'accompagne tout au long des 4 stades de ma sensibilité, mais ici, extériorité qui me heurte, qui me choque, qui apparaît avec une force nouvelle, une force imprévisible, ligne 27, page 122. L'occasion d'une reprise de relation, une reprise fracassante de relation avec l'extériorité. On peut mettre extériorité ici avec majuscule, l'extériorité qui est l'événement originel de toute la philosophie de Lévinas. Rappelez que son sous-titre de totalité infinie, c'est Essai sur l'extériorité. Bref, ligne 8, page 123, fin de la ligne 8, l'intériorité, le moi, le jouisseur. L'intériorité doit à la fois être fermée ou ouverte. Il n'a pas dit et ouverte ou ouverte, paradoxal bien sûr. Par là se décrit certainement la possibilité de décoller de la condition animale, de la merveilleuse condition animale, mais il y a moyen de dépasser pour faire encore mieux, pour faire de l'humain avec cette condition animale, avec cette substance intérieure, comme il le dit, qui est à la fois intérieure et extérieure. Nous sommes au paragraphe, à l'alinéa de la ligne 11, page 123, et l'aventure du dépassement du stade 1 commence, et comme prévu au stade 2, c'est d'abord douloureux, c'est pénible, c'est l'apprentissage de la rigueur et de l'exploration. C'est l'exploration pas toujours très rassurante de l'environnement dans lequel je suis obligé de fonctionner. Nous allons voir l'ombre ici. Il y a une ombre qui se dessine et qui va augmenter et que nous allons explorer. Le passage, le décollage par rapport à l'animal se fait dans la douleur. Stade 2 est stade douloureux. Condition animale, dernier mot de la ligne 10, le paragraphe enchaîne ensuite à la singulière prétention. Cette singulière prétention ne permet que l'animal. La jouissance répond, en effet, je pourrais dire, répond, hélas, par l'insécurité, le mot important ici, par l'insécurité troublant sa sécurité fondamentale. Le jouisseur jouit de sa jouissance, il est d'une certaine manière satisfait, cette satisfaction est maintenant cassée, elle est troublée, cette sécurité fondamentale se heurte à une troublante insécurité dont on va parler. Et tout de suite, Lévinas le précise. Cette
insécurité ne tient pas à l'hétérogénéité du monde. Pas parce que le monde est différent seulement, c'est pas l'extériorité du monde, son hétérogénéité qui me heurte ici, l'hétérogénéité du monde par rapport à la puissance et qui mettrait soi-disant en échec la souveraineté du moi. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de frottement et de déception côté du monde, mais il y a plus que cela. C'est une insécurité qui me trouble de manière plus fondamentale. Mais attention, insécurité qui n'efface pas ce qui précède. Ça, c'est je crois, la 10e fois que Lévinas nous le dit ce matin. En dépassant le stade 1 de la jouissance, je ne le quitte pas. Je l'assume et je le perfectionne. Je fais de lui l'occasion de faire encore mieux. Le mot occasion figurait à la ligne 7 de la tantôt. L'occasion pour mon égoïsme naturel de faire encore mieux. Et la valeur de cette jouissance privée reste et donne le ton positif à tous les accidents qui peuvent lui arriver. C'est ce que nous allons lire à partir de la ligne 15. Le bonheur de la jouissance est plus fort que toute inquiétude. Donc il y a un trouble, une insécurité lancinante, douloureuse, très douloureuse, allons-nous voir, mais qui n'efface pas le bonheur de la jouissance. Il est, ligne 15, ce bonheur de la jouissance est plus fort que toute inquiétude. Mais l'inquiétude peut le troubler. Et voilà le décalage qui commence entre l'animal et l'humain. L'animal dont question à la ligne 1, page 123, et dont requestion à la ligne 10, dans la même page 123. Il s'agit donc bien d'un stade du côté de l'humain. Le stade 2, c'est de transition vers les deux autres. Une inquiétude peut donc troubler l'humain, l'animal dans l'humain. Mais là, un décalage entre l'animal sans plus et l'humain qui s'éveille ici de manière claire. Et il reprend ici Lévinas à partir de la ligne 16, 15-16, il reprend ce que nous avons vu de l'amour de la vie la semaine passée. Parfois textuellement, c'est la même constatation d'une vie positive avant tout ce qui est négatif et qui peut s'y ajouter. Ce qui s'y ajoute ne fait jamais que s'ajouter à un fond qui reste fondamentalement positif, vraiment positif. Nous avons vu que c'est par comparaison à ce positif de la vie que les malheurs, la mort, le suicide prennent leur signification, une signification relative, une signification, disons une relation relative seulement parce qu'ils viennent après un positif décisif, un positif qui reste omniprésent, le bonheur de la jouissance, le bonheur de la vie, l'amour de la vie. Je lis ça, page 17, avant de faire une interruption, comme nous faisons d'habitude. Le bonheur de la jouissance est plus fort que toute inquiétude. Quelles que soient les inquiétudes du lendemain, le bonheur de vivre, de respirer, de voir, de sentir. Encore une minute, monsieur le Bourreau. Le bonheur de vivre demeure au sein de l'inquiétude. Demeure au sein de l'inquiétude, le bonheur de vivre demeure. Le bonheur de vivre, c'est à la ligne 18. Du bonheur de vivre, je saute à la ligne 19 qui donne le verbe de ce sujet. Le bonheur de vivre, je saute deux lignes, demeure au sein de l'inquiétude, demeure le terme qui s'oppose, je crois qu'il y a une faute, demeure le terme qui s'oppose à toute évasion du monde troublé jusqu'à l'intolérable par l'inquiétude. Donc il y a un bonheur de vivre, l'expression à la page ligne 18. Ce bonheur de vivre demeure au sein de l'inquiétude, le terme qui s'oppose à toute évasion du monde troublé jusqu'à l'inquiétude, jusqu'à l'intolérable par l'inquiétude. Donc, quel que soit le trouble de l'inquiétude,
il y a un bonheur de vivre qui demeure, ligne 20, au sein de cette inquiétude. Et je suis obligé de corriger une faute de frappe chez notre ami Lévinas, ligne 21. Le terme, il s'agit du terme, le bonheur de vivre est le terme qui s'oppose à toute évasion du monde, même quand ce monde est troublé jusqu'à l'intolérable par l'inquiétude. Donc, cette correction est nécessaire. L'auteur me pardonnera, peut-être même me remerciera. Bref, ligne 22, on fuit la vie vers la vie. On fuit la vie vers la vie, c'est ce que nous avions vu la semaine passée, et que je vous propose de ruminer pendant 5 minutes, après laquelle nous reprendrons la lecture ici, à la ligne 22, page 123, dans 5 minutes, si vous permettez. Monsieur Robrex, Présent, oui. je peux vous poser une question. C'est l'occasion. Cette insécurité dont parle Lévinas, c'est du même ordre que le doute, celui qui habite l'être, qui jouit de ses certitudes, et puis il y a des choses qui viennent l'ébranler. Bonjour. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. On va pouvoir recommencer. Daniel, tu nous tiens au courant là? Moi, je suis partant. Là, il y a la page 123 qui est… 123, oui. Oui. À la ligne 22. Tu peux y aller, hein? Pardon? Tu peux y aller? On y va? Oui. Oui. Donc, je suis page 123, à la ligne 22, un petit bout de phrase que Lévinas met en italique, donc il lui tient à cœur. On fuit la vie vers la vie, on rejette la vie au nom de la vie. C'est parce qu'on aime la vie qu'on est scandalisé de ce qui arrive au cours de cette vie et qui nie, d'une certaine manière, cette vie qui reste le point positif de base de cette déception elle-même, déception par comparaison. Ainsi, je continue, ligne 23, le suicide apparaît comme possibilité à en être déjà en rapport avec autrui, déjà élevé à la vie pour autrui. Ici, c'est une phrase où Lévinas rappelle que les 4 stades ne sont pas les uns seulement après les autres, mais les uns dans les autres. Depuis le début, il y a une présence d'autrui. Dès le premier stade, même si l'autrui n'y apparaît pas de manière forte, il s'y trouve. Lévinas profite de l'expression on fuit la vie vers la vie pour dire que cette vie, c'est déjà une vie reçue d'en face, une vie liée, une vie redevable à ce que j'ai reçu d'autrui en face de moi, une vie déjà où je suis déjà élevé au-delà du premier stade, élevé à une vie pour autrui, ce qui est le stade numéro 4. C'est un stade qui commence dès le début, mais sans que ça n'y paraisse. La vie tout court, ligne 24 à la fin, il est celui qui est donc en rapport avec autrui depuis le début, il est la possibilité, lui-même est la possibilité d'une existence métaphysique, d'une existence personnelle tout à fait exceptionnelle, une existence intense, dirait Nader, une existence pathétique. Dès le stade 1, cette possibilité est inscrite en moi. Seule ligne 25, fin de la ligne 25, seul un être déjà capable de sacrifice, dévouement pour l'autre, stade 4,
est capable de suicide. Donc, il y a dans le suicide une affirmation forte de la valeur de la vie. Au moment où je m'enlève la vie, je crie, je clame combien j'y tiens. Lévinas, ligne 26, à la fin, avant de définir l'homme comme l'animal qui peut se suicider, il faut le définir comme capable de vivre pour autrui. L'expression de la ligne 24. Capable de vivre pour autrui, capable de cela, même s'il ne le fait pas. Mais il en est capable, il est capable d'être à partir d'autrui. C'est le point de départ de ce vivre pour autrui, c'est d'être par autrui, comme je le découvre au stade numéro 3, comme je le découvre dans la rencontre d'autrui comme extériorité originelle. La présentation que fait ici Lévinas de la personne humaine, c'est un jouisseur qui est capable, dès le début, et à travers tout, vivant par autrui, d'être, et qui est capable aussi de vivre pour autrui, stades 3 et 4. Mais, il ajoute donc, puisqu'il parle du suicide, le caractère tragique du suicide et du sacrifice atteste le caractère radical de l'amour de la vie, page 118 et suivant, radical, originel, base de tout le reste. Ligne 30, nous sommes, le rapport originel de l'homme avec le monde matériel, dommage le mot matériel ici, mais enfin, on voit ce qu'il veut dire, on sait, un mot évité, n'est-ce pas, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que la matière depuis Einstein, mais voilà, les francophones continuent à employer ce mot-là. Le rapport originel de l'homme avec le monde n'est pas la négativité, il n'est pas contre, mais un rapport de jouissance, un rapport d'agrément de la vie. Le rapport premier, c'est uniquement à l'égard et après cet agrément indépassable dans l'intériorité, car il le constitue, que le monde peut apparaître hostile après coup. Il est d'abord agrément et jouissance. Le monde peut apparaître hostile. Il est alors, ligne 34 à la fin, ce monde est à nier et à conquérir. À la fois je le rejette et j'en ai besoin et j'en raffole. C'est lui qu'il me faut. Autonomie en relation, c'est l'occasion de l'appliquer. Et puisque j'emploie l'expression, je signale que tout au haut de la page, vous avez comme une expression équivalente de cette autonomie en relation dans les mots imprimés en gros caractères au sommet, tout au sommet de la page, moi et dépendance, c'est exactement autonomie, moi, dépendance, relation avec l'extérieur, dont je ne peux pas me passer pour être autonome, paradoxe de cette autonomie en relation. Ici, c'était le monde qui était hostile, à la fois ligne 34, 35, monde à nier et à conquérir. Conquérir en m'y adaptant, en adaptant lui à mes besoins. Il est à la fois donc, ce que je repousse et ce dont j'ai besoin. Autonomie en relation. Et en guise de conclusion, pourrait-on dire, la ligne 35, page 123, si l'insécurité dont il nous parle depuis la ligne, disons, la ligne 12, là, une insécurité qui trouble la sécurité du jouisseur. C'est une insécurité qui va prendre des dimensions de plus en plus envahissantes, comme nous allons voir. Ici, ligne 35, si l'insécurité du monde pleinement agréé dans la jouissance trouble la jouissance, l'insécurité ne saurait supprimer l'agrément fondamental de la vie. Agrément figurait 4 lignes plus haut, à la ligne 33, agrément suivi du mot indépassable, fondamental. Il y a un agrément fondamental de la vie, ligne 37, mais, un grand mais, entouré de rouge ici, mais
mais s'ajoute à cet agrément fondamental de la vie, mais cette insécurité apporte dans l'intériorité de la jouissance une frontière. On pourrait dire un mur, je m'étonne qu'il n'ait pas employé ce mot-là. Un mur, donc un obstacle d'allure infranchissable que nous allons explorer maintenant. Cette insécurité, donc, résonne, se dilate, prend du volume et du poids, qui en fait vraiment un mur, et me voilà enfermé derrière une sorte de mur que Lévinas appelle ici frontière. Un mur que les deux, nous sommes ici pataugeons, et Lévinas comme nous, dans un terrain tout à fait marécageux, un terrain qui nous échappe. Donc, il nous échappe. Comment voulez-vous qu'on en parle? Comment voulez-vous qu'on mette en mots ce qu'on ne connaît pas, ce qui est fondamentalement inconnu, cette espèce de mur qu'on ne voit pas, mais qui nous enserre? Je lis la phrase qui fait le pont entre la page 123 et 124. Cette insécurité qui apparaît dans la jouissance. Insécurité qui est: aurais-je encore à manger demain, par exemple? Est-ce que je serai encore là demain pour profiter de cet agrément de la vie qui est le mien aujourd'hui? Il y a donc une sorte d'insécurité, mais qui va se gonfler, qui va s'amplifier ici, qui va devenir, oui, une espèce d'obsession dont Lévinas va vite se débarrasser, sans s'en débarrasser, mais il aura le bon goût de ne pas y faire plus qu'une allusion, de ne pas s'apesantir. Je lis cette phrase clé, ligne 37, page 123, la troisième avant-dernière ligne, mais cette insécurité, cette petite insécurité qui va gonfler, cette insécurité, le mot insécurité est juste au-dessus du mais cette insécurité apporte dans l'intériorité de la jouissance une frontière, un mur, une frontière mystérieuse, une frontière, oui, une frontière qui n'est pas fin, mais qui apporte qui apporte une forte frontière à ma jouissance. À partir de cette insécurité, je ne me régale plus comme je me régalais avant. Les choses ont perdu une partie de leur goût sous cette menace mystérieuse. Je relis, cette insécurité apporte dans l'intériorité de la jouissance une frontière qui ne vient ni de la révélation d'autrui, non, ni d'un contenu hétérogène qui est quand même constitué, quelconque, autour de moi, mais qui vient en quelque façon du néant. Je m'arrête au mot néant parce qu'il est suffocant. Le néant chez Lévinas, le néant d'abord, on ne sait pas ce que c'est. Comment voulez-vous en parler? De quoi veut-il parler en employant un mot aussi vide de signification? Néant, il n'y a rien. Et pourtant, il en parle. Nous sommes ici devant un gouffre que nous allons un petit peu explorer, si inconnu soit-il. Un gouffre que les Lévinas appellent néant, la frontière donc, qui est une sourdine à ma jouissance, vient, on ne sait pas d'où elle vient, dit le page 123 en bas, et il vient, cette frontière, ce mur vient, dit le haut de la page 124, vient en quelque façon du néant. En quelque façon, c'est une manière de dire, d'une façon inconnue. Et vient en quelque façon du néant, c'est encore plus inconnu. Nous pataugeons en plein inconnu. Il fait ici allusion, Lévinas, en employant le mot néant, à deux autres textes que nous avons lus. Un premier texte, page 120, à la ligne 9 et 13, et nous le retrouvons
ici, page 124, tout au début et à la ligne 4, il réapparaîtra. Et entre les deux, nous avons encore eu une citation, page 123, si je ne m'abuse, mais la ligne m'échappe pour le moment. De quoi s'agit-il? Je vous disais, quand nous avons rencontré ce premier néant, page 120, ligne 9, je vous disais la semaine passée qu'au-delà de notre petit univers et tout autour et même partout, et que passer les galaxies, ben quoi? Quoi? Point d'interrogation, grand point d'interrogation. De l'inconnu, du noir, et qui fait peur par conséquent, et que Lévinas appelle ici le néant. C'est-à-dire, le néant, que veut-il dire? J'essaie de comprendre quelque chose comme le fond insondable tout autour, quelque chose comme le fond inconnu et donc menaçant où se perdent, dit-il lui-même, les éléments, ligne 10, page 120, où se perdent les éléments, les matériaux qui composent notre petit environnement. Ils se perdent là, d'où viennent-ils, que font-ils là, qu'étaient-ils avant, quels qu'ils sont à partir de là, on ne sait pas. Quel est ce néant, pardon, quel est ce néant qui se cache derrière les tentures de notre scène de théâtre? Quel est ce néant qui se cache derrière les tentures de notre scène de théâtre? Ligne 9, page 120, il disait, il entendait, il devinait, Lévinas, devinait, je cite, le sourd bruissement du néant. Retrouvez page 124, ligne 4. Ici donc, pour comprendre ce néant, bon, on ne comprendra pas, il n'y a pas moyen. C'est pas fait pour, c'est pas possible. Et pour nous familiariser un petit peu avec ce que Lévinas suggère ici, on ne peut que suggérer, je vous lis un paragraphe emprunté à Jacques Derrida. Donc j'interromps la lecture du texte de Lévinas pour passer à un texte de, j'allais dire, son principal commentateur depuis le tout début, depuis 1964, dans la revue de métaphysique et de morale. Il s'agissait en ce moment-là de deux articles copieux, deux études critiques superbes de précision, d'ampleur et de compréhension et d'admiration pour Lévinas, signé Jacques Derrida. Derrida, je ne sais pas s'il est encore en vie, je ne pense pas. C'est le premier, comment dirais-je, commentaire important de Lévinas, première fois qu'on parle de lui, et en termes aussi élogieux, 1964, le livre que nous lisons ici date de 61, donc en 3 ans, Derrida est parvenu à essayer d'en tirer la substantifique moelle, et je vous donne un échantillon de ce qu'il a admirablement deviné. Pour la petite histoire, le père de Derrida, M. Jacques Derrida qui fera l'oraison funèbre de Lévinas en 95 à sa mort, était donc très proche de lui et qui, en effet, l'a compris mieux que quiconque. Le père de Jacques Derrida était dans la baraque voisine de celle de Lévinas en Allemagne pendant la guerre. Lévinas a passé 5 ans du côté d'Hanovre dans un camp de prisonniers français. Il était officier français et il y avait quelques camps qui étaient viables, dont il a survécu d'ailleurs, et où il était bûcheron. Le père Derrida habitait, logeait dans la baraque à côté. Le début d'une vieille fréquentation, si je ne sais pas si je peux dire amitié. Voici le texte de Derrida qui fait écho à notre problématique néant. Dommage que je ne peux pas vous présenter ce texte parce qu'il vaudrait la peine de l'avoir sous les yeux. Si vous avez de quoi noter, n'hésitez pas à noter ce que je vais lire maintenant.
C'est dans la revue de métaphysique et de morale, page 342, pour ceux qui ont ça. 1975. Face à face avec l'autre. Le paragraphe commence comme ça, chez Derrida. Donc, c'est de cela qu'on va parler. L'événement originel pour Lévinas, en effet, le face à face. Face à face avec l'autre, dans un regard et une parole, c'est être ensemble, avec un trait d'union, être ensemble comme séparation. Le mot séparation, on ne doit pas vous heurter ici, ça fait plusieurs pages que nous ne parlons que de ça. Face à face, on pourrait dire, j'ajoute un mot, un article, et ce sera plus lisible. Le face à face avec l'autre dans un regard et une parole, c'est être ensemble comme séparation. Cette transcendance, donc il dit 3 fois la même chose autrement, le face à face avec l'autre, l'être ensemble comme séparation, et puis cette transcendance au-delà de la négativité, c'est 3 choses qui n'en font qu'une seule. Cette transcendance ne s'accomplit pas dans l'intuition d'une présence positive. Cette transcendance, et les croyants ici vont automatiquement penser à Dieu, mais Derrida ne va pas aussi loin, il s'arrête avant et volontairement. Cette transcendance du face à face, transcendance de cet être ensemble dans la séparation. Cette transcendance qui n'est pas négative, parce que le mot transcender est négatif en soi, hein, aller au-delà, c'est repousser ce qui est avant. Non, c'est une transcendance qui est au-delà de la négativité, ne s'accomplit pas dans l'intuition d'une présence positive. Cette présence positive fait penser à Dieu inévitablement, et c'est ce que Derrida refuse. En tout cas, ne veut pas ici, évite systématiquement, ne s'accomplit pas dans l'intuition, dans la perception d'une présence positive. Non, mais le texte de Derrida continue, cette transcendance ne s'accomplit pas dans l'intuition d'une présence positive, mais elle instaure. Et ici, Derrida lui-même cite une phrase de Lévinas, qui est page 12 dans Totalité infinie. Cette transcendance ne s'accomplit pas dans l'intuition d'une présence positive, elle, citation, elle instaure seulement le langage. Elle instaure certainement le langage où ni le non ni le oui ne sont le premier mot, ce langage où ni le, c'est du Lévinas ceci, hein, le langage où ni le non ni le oui vis-à-vis de l'amour de la vie, c'est à cela qu'il est allusion ici, il est fait allusion, instaure donc cette transcendance, instaure seulement le langage, instaure, Lévinas qui dit, cette transcendance instaure seulement le langage où ni le non ni le oui ne sont le premier mot, mais, après la citation de Lévinas, mais langage qui instaure, tenez-vous bien, langage qui instaure l'interrogation. Point. C'est le mot clé ici, le mot tellement fracassant, dernier mot de la philosophie de Lévinas pour Derrida, une interrogation tellement percutante qu'il va la décrire en 5-6 mots que je vous aligne, que Derrida va décrire en 5-6 mots, 5-6 mots qu'il n'explique pas, des mots troublants, largement incompréhensibles, mais qui l'alignent les uns après les autres comme une écriture automatique et qui toutes essayent de dire ce qu'on ne peut pas dire. Quelle est cette interrogation? Qui n'est qu'une interrogation, donc on ne peut pas faire des phrases positives
avec des mots positifs qui ont une signification positive pour dire ce que c'est cette interrogation qui reste en suspens, qui reste interrogation. Le langage de base de l'interrogation qui précède tout langage, si j'ose dire. Précision sur cette interrogation indéfinissable, interrogation non théorique, bien sûr. Interrogation, Derrida ne répète pas le mot interrogation, mais je le répète pour faciliter la compréhension. Interrogation qui est une question totale. Je vais reprendre ces mots tout de suite, mais je vous les aligne d'abord, comme Derrida les aligne. Interrogation, non pas théorique. Interrogation, question totale. Interrogation, détresse et dénuement. Interrogation, supplication. Interrogation, prière. Prière exigeante, adressée à une liberté, c'est-à-dire interrogation, commandement. Et là, il précise, cette interrogation se mue en commandement. Je lis toujours Derrida, le seul impératif éthique possible, la seule non-violence incarnée, puisqu'il est ce commandement, le respect de l'autre, respect immédiat de l'autre, avec majuscule, respect immédiat de l'autre lui-même. Fin de citation. Je vous relis ce paragraphe de Derrida, 1964, en le commentant, en essayant de donner un contenu compréhensible à ce qui n'est là que suggérer qu'un caractère le mieux qu'on puisse faire. Il commençait par parler, je reprends donc le texte de Derrida, le face-à-face avec l'autre. L'autre, je pense à la princesse de ses rêves, évidemment, pour Lévinas, mais ici c'est Derrida qui parle, je n'ose pas dire la même chose. Enfin, il y a le face-à-face avec l'autre. Face-à-face dans un regard et une parole qui maintiennent la distance. C'est être ensemble comme séparation, cette transcendance au-delà de la négativité, au-delà de la formule que j'en dis, ne s'accomplit pas dans l'intuition d'une présence positive. Elle, citation alors, instaure seulement le langage de base ici, je précise, le langage qui est l'attitude première de tout mon corps parlant, de tout mon corps de parole. Ce n'est pas un jeu de mots, ni un jeu de vocabulaire, c'est l'attitude première de tout mon corps parlant. Langage où ni le non ni le oui ne sont le premier mot, disait Lévinas, mais langage de base de tout mon corps qui est l'interrogation. L'interrogation d'un moi, tout pantelant d'incertitude, d'un moi qui a perdu, qui est tout perdu devant un gouffre d'inconnu, d'un moi qui est tout perdu devant, disait la page 121, ligne 4, devant le vide absolu, le nulle part, disait Lévinas, devant le vide absolu et le nulle part. C'était deux expressions qui annonçaient le néant de la page 124. Moi tout perdu devant le vide absolu, le nulle part, page 121, moi tout perdu devant, citation page 120, moi tout perdu devant le sourd bruissement du néant, page 120, ligne 9. Interrogation fondamentale donc, et fondamentalement paniquante. Question, je précise, je paraphrase ce que Derrida dit de cette interrogation dans l'alignement des mots qu'il lui attribue.
Question totale d'abord, question qui agresse, qui concerne toute ma consistance la plus personnelle. Qui suis-je encore, entouré d'un tel insondable? Qui suis-je? Que me reste-t-il? Question totale. Interrogation, détresse et dénuement. Détresse, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dénuement, là je suis désarmé, dépouillé, perdant et mes repères et mes moyens. Interrogation en laquelle je disparais d'une certaine manière. Dénuement, dénuement total. Interrogation, supplication, dit Derrida. Supplication adressée à l'insondable densité de cette merveille de relation, de ce face-à-face. Tout a commencé dans la citation de Derrida. Supplication adressée à l'insondable densité de cette merveille de relation. S'il vous plaît, ne m'effacez pas, ne m'oubliez pas, puisque relation il y a. Comment savoir? Relation, interrogation encore. Interrogation que Derrida ose nommer prière exigeante, où il y va de la totalité, comme il le disait, de mon moi disloqué. Oui, je me sens vivre. La jouissance me permet de dire ça, je me sens vide, mais qu'est-ce qu'il y a encore de moi dans ce que je vis? Ce n'est plus vraiment moi qui vis tout ça. Qui suis-je? Point d'interrogation. Prière exigeante, donc, dit Derrida. Prière, j'ajouterais, prière crispée, car tout cette en face m'échappe et mon interrogation reste interrogation, puisque, je reviens à Derrida, interrogation adressée à une liberté, adressée, envoyée dans le grand vide tout autour, adressée à une liberté dont la réponse est par définition incertaine, liberté, interrogation encore, interrogation perdue dans la source inconnue de mon ravissement à nous deux, source insondable à la réponse encore plus incertaine, encore plus libre, sauf qu'à un moment donné, dans cette exploration d'une interrogation qui a l'air perdue, à un moment donné, cette interrogation chez Derrida se retourne, vers la fin de son énumération, il y a un retournement, l'interrogation elle-même se retourne vers moi, m'assigne à ma place, c'est-à-dire à mes actes, et j'entends alors, Lévinas entend cette interrogation lui dire commandement, interrogation, commandement. C'est du pur Lévinas. Derrida a superbement senti ça. Un commandement qu'il précise immédiatement. L'interrogation se tourne vers moi et me dit, double point, commandement numéro 1, immédiat, citation, respect immédiat d'autrui lui-même. Respect inconditionné, c'est le stade numéro 4. Respect inconditionné, immédiat, sans justification possible, au-delà de toute justification. Respect immédiat de l'autre lui-même, respect de l'autre présent dans la distance, respect de l'autre proche et sans contact, le respect de l'autre qui n'est ni connu ni même vu d'après Lévinas, mais le respect de cet autre qui a faim de pain, qui a faim de respect, qui a faim de reconnaissance. 3 petits points de suspension que je peux essayer de résumer dans une phrase de Lévinas, de la page 12, celle qu'a citée Derrida. Interrogation, cette interrogation serait la relation avec une réalité infiniment distante de la mienne. Une relation avec un néant. 124, Ligue 1, relation avec un néant menaçant. Tant il est proche, un néant menaçant, tant il est proche, tant il m'envahit,
Je reviens à page 124, en ayant essayé de donner un contenu à son cinquième mot de cette page 124, le mot néant. Le néant qui serait à l'origine de la frontière du mur que rencontre ma jouissance. L, ligne 1, au lieu de la ligne, cette frontière vient en quelque sorte du néant. L, il s'agit donc de la frontière, il s'agit du mur dont on parle de la page précédente. Elle tient, cette frontière, à la façon, il y aura plusieurs A, il y en aura deux en tout cas. Elle tient à la façon dont l'élément, le matériau, l'être séparé se contente et se suffit. Il tient à la façon dont l'élément vient à cet être, vient à moi. Comment les choses qui me composent viennent-elles à moi? Point d'interrogation. Cette frontière donc tient à la façon, de L de la première ligne, c'est la frontière, elle tient à la façon dont l'élément où l'être séparé se contente et suffit, vient à cet être séparé et en relation avec un contexte inconnu. Cet être séparé et en relation avec un environnement en suspens, interrogation. La manière dont l'élément vient à cet être, à l'être qui est moi-même, cette façon, le A est répété ici, donc la frontière tient à la façon dont, etc. Cette frontière tient aussi à la façon, tient à, ligne 3, alors à l'épaisseur mythologique qui prolonge l'élément et où l'élément se perd. L'épaisseur mythologique, l'entendez, l'épaisseur fabuleuse, inimaginable, qui prolonge l'élément, des composantes à moi, et où l'élément, les composantes de moi-même se perdent. D'où viennent-elles? Comment sont-elles arrivées à moi? De quoi s'agit-il? On ne sait pas. Interrogation. Cette insécurité, dont il nous parle depuis une page, cette insécurité qui dessine ainsi un liseré, un contour de néant, néant, de nouveau le gros mot, un contour de néant autour de la vie intérieure. Je rappelle ici l'image de la frontière, mais aussi du mur, un contour, c'est un peu comme une tour dans laquelle je suis prisonnier. Cette insécurité qui dessine, ligne 4, cette insécurité qui dessine ainsi un liseré, un contour de néant autour de la vie intérieure, confirmant son insularité, confirmant le moi, cette insécurité est vécue dans l'instant de la jouissance comme simplement le château de cartes s'effondre, c'est vécu tout concrètement, tout banalement, tout quotidiennement dans le souci du lendemain, le simple souci du lendemain. Ici, on a fait un formidable tête à queue, on est parti de la sourde menace du néant à la petite menace très réelle et très quotidienne qui est le souci du lendemain, qui est notre manière vécue. Comme le néant fait peur et que la peur paralyse, notre mécanisme intérieur, notre manière de vivre s'arrange pour ne pas insister, mettre ça de côté, entre parenthèses, et rétrécir la chose, ou même la travestir en simple souci du lendemain, le souci de nourriture, vêtements, logement pour le lendemain, souci très immédiat et auquel on peut porter remède par le travail, comme Lévinas va nous le dire. Donc ici, Lévinas coupe lui-même. Il a fait allusion à un néant tout autour
qui nous menace comme un mur. Ici, il le quitte radicalement et le remplace, parce que nous le faisons, parce que nous le remplaçons, il le remplace, Lévinas le remplace, signale que nous le remplaçons par le souci très réel, mais très relatif, très circonscrit, le souci du lendemain. Et ainsi, ce rétrécissement, disons, qui nous fait quitter prudemment sur la pointe des pieds l'interrogation indiquante de l'attentat, permet à la vie de continuer et de continuer de manière très valable, comme nous allons voir dans les pages qui suivent. Ainsi s'ouvre, ainsi commence, toujours dans l'intériorité, avec l'intériorité, stade 1, le stade de la jouissance, ainsi s'ouvre, ligne 7, page 124, ainsi s'ouvre dans l'intériorité une dimension à travers laquelle il pourra attendre et accueillir la révélation de la transcendance, la révélation de l'autre, présente à travers les 4 stades, mais qui va, pour la présente, va s'accentuer à mesure que la sensibilité croît, augmente du stade 1 au stade 4. Donc, la sourde menace du néant nous renvoie à, on l'avait vu chez Derrida, au commandement du respect d'autrui. Ici, Lévinas nous décrit simplement la dimension d'une vie avec autrui dans un avenir, dans un contexte temporel limité. Limité et non plus menaçant, indéfiniment menaçant. Où on peut accueillir, ligne 8, où on peut accueillir la révélation de la transcendance, la révélation d'autrui. Dans le souci du lendemain, lui, le phénomène originel de l'avenir est essentiellement incertain de la sensibilité. Voilà, il continue à luire, mais en sourdine, sans nous déranger une autre mesure, dans le petit souci du lendemain, de la ligne 6, dans le souci du lendemain, lui, encore, mais modérément, le phénomène originel de cet avenir essentiellement incertain de la sensibilité. À propos de cet avenir incertain et de son insécurité, je vous décris de cette manière-ci le basculement que le texte vient de nous proposer, basculement du néant diffus au souci maîtrisable. L'insécurité diffuse, lancinante, qui nous colle à la peau, cette inquiétude dont Lévinas vous a parlé, cette inquiétude informidable qui m'enserre et qui me ronge, ne me vient pas d'autrui, mais d'une expérience de néant, disait-il. Un néant, quelque chose d'obsessionnel et impalpable, menaçant. La glorieuse jouissance, mes glorieuses jouissances, sont entourées d'un horizon de noirceur avant vous, sont encerclées d'une infinitude informidable. Informidable, ça veut dire le pire de tout. La peur qu'on ne peut pas imaginer, c'est la pire de toutes les peurs, c'est la panique insurmontable. Ailleurs, chez Lévinas, cette sourde panique se traduit par l'invention du langage, comme nous l'avons vu chez Derrida, un langage qui est fondamentalement appel à l'aide, un langage où je supplie chaque fois que je dis quelque chose, il s'agit d'un langage où je supplie qu'on m'écoute, un langage d'interrogation, c'est Derrida, une interrogation totale, disait-il, faite de détresse et de dénuement. Chaque Derrida parle d'une blessure ailleurs, une blessure à la fois, et d'une inspiration qui ouvre la parole. Les deux. Ici, notre sourde panique, donc dans les premières lignes de la page 124, notre sourde panique se transpose en souci du lendemain, ligne 6.
se traduit et ainsi se désamorce dans son excès en un simple problème d'avenir proche. Je dis un simple problème, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, mais c'est beaucoup moins harcelant qu'un néant diffus et inimaginable. Pas simple du tout, ce problème d'avenir. Et Lévinas parle de phénomène originel dans la ligne 10. Phénomène originel de l'avenir essentiellement incertain de la sensibilité. Sensibilité jouissante, hein, mais cette traduction du néant en souci du lendemain, cette traduction en termes de temps et de succession, va permettre à notre inquiétude originelle, essentielle du Lévinas, de se démultiplier, de se morceler en désajournement, ligne 19, ligne 11, 12, en désajournement et des délais dont notre travail à la ligne 12 va pouvoir s'emparer. Ouf, nous allons lire ça. Ouf, il y a moyen de réagir. On peut faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est la parade incontournable en cas de panique. Faire quelque chose, c'est la manière de débloquer cette paralysie de la panique, bouger pour ne plus être sidéré, tétanisé, bouger, car l'immobilité, c'est la mort, dans la lettre. Et donc, au travail, nous avons le privilège de nous mettre au travail, car maîtrisant grâce à lui l'incertitude de l'avenir de la ligne 12 et 13, je vous lis ces lignes à partir de la ligne 11, pour que, 124 ligne 11, pour que cet avenir, il s'agit de l'avenir de la ligne juste au-dessus, l'avenir incertain de la sensibilité. Pour que cet avenir, à la fois envahissant et morcelé en petits moments que nous pouvons maîtriser, pour que cet avenir surgisse dans une situation d'ajournement plus superficiel, de délai maîtrisable, parenthèse, là commence une parenthèse de 3 lignes, et je saute cette parenthèse jusqu'à la ligne 15, en reprenant la ligne 11, pour que cet avenir surgisse dans sa signification d'ajournement et de délai, je saute, l'être séparé, moi, doit pouvoir se recueillir et avoir des représentations. C'est pourquoi il a besoin d'une maison, allons le voir, mais je corrige le bon que j'ai fait d'enjamber les 3 lignes-là. Je relis la phrase avec cette parenthèse un peu longue qui est en son milieu. Ligne 12 alors. Il s'agit d'un avenir maîtrisable, dont Lévinas dissocie, ligne 12, quatrième mot, avenir, signification d'un avenir, signification à travers laquelle le travail, en maîtrisant l'incertitude de l'avenir et son insécurité en instant la protection, dessine la séparation sous les espèces de l'indépendance économique. Donc, nous sommes passés d'une menace sourde et générale à un problème d'indépendance économique, un problème de production et de consommation. Nous sommes sur notre terrain et nous pouvons y agir sans état d'âme, si j'ose dire. Donc, nous assistons à un ligne 11-12, un ajournement, un délai qui remplace la crainte de l'avenir diffus et informidable. Mais alors, nous morcelons le problème, nous pouvons le prendre en bras le corps et y mettre la main par le travail, mais cela suppose, ligne 15, l'être humain pour faire ça doit être séparé, ligne 15, le mot séparation est juste au-dessus pour dire de quoi il s'agit. L'être séparé, l'être jouisseur, doit pouvoir se recueillir et avoir des représentations. C'est supposé pour que le travail puisse s'organiser.
Il faut s'arrêter un moment, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut s'arrêter, s'imaginer l'avenir et alors organiser ce qu'on veut faire de cet avenir qui remplace le grand souci de néant de l'attention. Besoin de recueillement et de représentation. Ligne 16, le recueillement et la représentation se produisent concrètement dans l'habitation dans une demeure, dans une maison. Pour réfléchir et m'organiser, j'ai besoin d'une maison. Avec M majuscule, c'est le chapeau aux architectes. Hein. Cette maison va revenir à la page 125 sous la forme de tout un chapitre intitulé La demeure et une sous-section appelée l'habitation. Notre texte nous annonce donc ici la suite des pages que nous lirons ensuite. Recueillement et représentation, imagination, organisation, qui ont besoin d'une maison. Réfléchir se fait dans une maison. La philosophie est un travail de réflexion. Il faut que je me sente, pour pouvoir réfléchir à l'aise, il faut que je me sente bien chez moi, dans le confort d'un chez-soi protégé et climatisé si possible. Il faut que je me sente à l'aise, décontracté. Pour pouvoir réfléchir, il faut que mes soucis habituels soient mis entre parenthèses. C'est normal, pour s'occuper du long terme, il faut pouvoir, évidemment, se dégager de l'immédiat, du court terme, de l'urgence. Bref, dit Lévinas, j'ai besoin d'un lieu de recueillement et le prototype de ce havre de paix, c'est la maison et sa protection, dont nous parlerons dans les pages suivantes, et nous voici le début. Besoin d'une maison, ligne 17, mais je vous fais remarquer, dit Lévinas, mais l'intériorité de la maison est faite d'extraterritorialité au sein des éléments de la jouissance dont se nourrit la vie. Il y a donc un moment où on quitte ce terrain-là et où on quitte surtout, grâce à la maison, les éléments menaçants, je dirais, les éléments qui étaient là tantôt menaçants dans la jouissance dont se nourrit la vie. Et à la fois, il y avait jouissance et, rappelez-vous, insécurité, menace. Eh bien, la maison jouit d'une sorte d'extraterritorialité au sein de cette menace. Extériorité qui a une phase positive, donc je suis hors du terrain, mais c'est positif. Et quel est ce positif que la maison apporte et qu'elle est seule à pouvoir apporter? Elle se produit, cette extraterritorialité, ligne 20, elle se produit dans la douceur et la chaleur de l'intimité. Ce qui n'est pas un état d'âme subjectif, mais un événement. Un événement, c'est un mot fort chez Lévinas, c'est la nouveauté même, la surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Un événement, un merveilleux événement, il prendra plusieurs pages. Cette douceur et cette chaleur sont un événement dans l'écuménie de l'être, c'est-à-dire dans l'organisation de l'environnement. Cette douceur est une délicieuse, ligne 22, une délicieuse défaillance de l'ordre ontologique, de l'ordre rigoureux et dur de la réalité. Il y a une parenthèse, une extraterritorialité de douceur au milieu de cette dureté. De par sa structure, ligne 23, de par sa structure intentionnelle, bien sûr, la douceur vient à l'être séparée à partir d'autrui, bien entendu. Tout me vient à l'autrui à travers les 4 stades, et ici, cette douceur me vient encore davantage d'autrui, et cet autrui va nous dire c'est madame. Autrui, ligne 24, autrui qui se révèle par une révélation chez Lévinas, c'est la révélation d'autrui. Autrui qui se révèle précisément, et non pas
par son intérêt, non point dans un choc négateur, un choc à heure, disait la page précédente, une secousse douloureuse, non point dans un choc négateur du moi, mais comme le phénomène originel de la douceur. Il y aurait un phénomène originel de la douceur qui est le contraire de ce qui se passe habituellement. Ce qui se passe habituellement, Lévinas l'appelle ici le choc négateur de moi. Ce n'est pas l'origine première du jouisseur que je suis, mais c'est ce qui arrive à l'âge adulte. La première chose que je ressens quand je rencontre quelqu'un, chez Lévinas, la première, à ne pas oublier, ça reste permanent. La première réaction devant l'autre, c'est voilà un intrus. J'étais seul dans mon petit monde bien à moi, et voilà quelqu'un qui vient me ravir ce monde, qui veut bien mettre en question mon monopole. C'est un agresseur, et le premier réflexe, c'est de supprimer l'agresseur, d'où la première question que Lévinas entend dans le visage d'autrui, s'il vous plaît, ne me tuez pas, puisque la première réaction devant l'autre, c'est de le tuer, comme nous savons. Eh bien, ici, il y a un autrui qui échappe, ici, avec la maison. Il y a un autrui qui échappe à ce choc négateur du moi et qui se révèle comme, dit 26, phénomène originel de la douceur. Paragraphe qui commence par une parenthèse, 4 lignes de parenthèse que je vous lis, non que je ne vous lis pas, vous la lirez vous-même, c'est une parenthèse pour faire une dernière allusion au piège dialectique de Hegel dont Lévinas se sépare. Et je relis à partir de la fin de la page de la ligne 31, l'accueil du visage. Si accueil il y a, si je n'ai pas tué, l'accueil du visage, ligne 32, 31 à la fin, l'accueil du visage, chez accueil-là, est d'emblée pacifique, car répondant au désir inextinguible, insatiable, rappelez-vous, page 70, désir infini, désir inextinguible de l'infini. Là, de nouveau, commence une parenthèse, dont la guerre elle-même n'est qu'une possibilité, dont c'était nullement la condition, fermez la parenthèse, je relis toute la phrase, ligne 31 à la fin, l'accueil du visage. Quand accueil il y a, d'emblée pacifique, car répondant au désir inextinguible de l'infini, se produit d'une façon originelle. Originelle, c'est fort. Se produit de façon, surgit avec nouveauté, surprise, se produit. Donc, l'accueil du visage se produit d'une façon originelle dans la douceur du visage féminin ou dans lequel l'être séparé peut se recueillir dans la douceur du visage féminin ou douceur où l'être séparé peut se recueillir et grâce à laquelle douceur il habite. Et dans sa demeure, accomplit, couronne la séparation, stade 1 du jouisseur que je suis. L'habitation et l'intimité de la demeure qui rend possible la séparation des humains, suppose donc, bien sûr, comme tous les 4 stades que nous connaissons, suppose une première révélation d'autrui. C'est la présence ici du féminin qui transforme ce lieu qui n'est qu'un lieu parmi d'autres en oasis, en extraterritorialité de douceur et d'accueil au féminin. Je termine sur cette bonne parole et nous explorerons ça avec les présents de la fois prochaine. Bon appétit pour ce midi. Et merci à Daniel Rabinovitch pour son précieux opération. Merci. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Madame Chaï, oui, merci d'être là.
Au revoir, Eddie. Oui. Au revoir et merci. Hein. Belle lecture. Merci. Hein. Très sympa. Nous, on n'était pas là hier. Oh, On a regretté. on est rouge de honte. Non, non, t'en fais pas. Mais je vous ai envoyé ça par gros fichier si vous voulez. Oui, mais enfin, c'est dommage. C'est Ouais. vraiment dommage. On a raté l'original. Oui. Ça arrive. Et moi aussi, je n'ai pas pu me contacter hier. Ah, voilà. Et C'était impossible de me contacter avec l'ordinateur. Je ne sais pas Ah ce oui. qu'il y a eu. C'est dommage. J'ai essayé plusieurs fois, mais impossible. Hier, hein, seulement. En fait, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est monter sur le site de la Maison de la Culture Juive et cliquer sur la Ici, hein. conférence que vous voulez. Oui, oui, mais faut passer par le site de la Maison de la Culture Juive et cliquer sur la conférence que vous cherchez sur ici. Oui, oui. Voilà. C'est ce Et que normalement, j'ai ça fait. marche. Non, hier, ça marche C'est normal, toujours, mais… C'était pleine lune hier. Ah ouais, c'est un pleine lune, voilà. Ah oui, mais si t'as fait Ça explique tout. Ça explique tout. Voilà. Jean-Baptiste et tout le monde, au revoir. Hein. Oui, À la Ouais. semaine prochaine. C'est bon. Au revoir. Au revoir. à la prochaine. Vendredi. Au revoir.